Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Anna, bonjour. Bonjour. Quel est le conseil d'au fil des pages pour cette semaine ? Alors le conseil est un roman de Nathalie Léger qui s'appelle La robe blanche, donc qui vient de recevoir le prix Vepler. Et c'est l'histoire donc de deux femmes, il y a deux sujets et il y a un lien entre ces deux thèmes, c'est la robe de mariée. Donc d'un côté, on va aller explorer le passé douloureux d'une mère, et de l'autre côté, ça va parler d'une tragédie, donc de l'artiste italienne Pippa Bacca, qui a décidé de faire une performance artistique et de rejoindre la Turquie, vêtue d'une robe de mariée en autostop. Donc c'est un livre très poignant, assez dramatique, et qui pose la question de la féminité, de l'art et de la performance esthétique. Ah oui. Et ça pose le problème aussi des femmes dans un monde d'hommes, peut-être ? Oui, comment aussi s'imposer dans le monde de l'art, et jusqu'où en fait on est prêt à aller pour faire une performance artistique. Donc c'est très intéressant comme sujet. Merci beaucoup Anna. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était hier ou presque. Le 18 novembre 1793, le musée de Louvre ouvre officiellement ses portes au grand public. Aux collections héritées des anciens rois ou enlevées aux nobles viennent bientôt s'ajouter les œuvres cédées par les pays conquis. Ces cessions se multiplient avec les conquêtes du Directoire, en particulier en Italie, sous la conduite d'un certain général Bonaparte. Elles se font sur la base de traités juridiquement rigoureux. Le Louvre reste cependant avant tout un lieu de formation pour les artistes jusqu'à ce qu'en 1803, le premier consul Napoléon Bonaparte nomme le baron Vivant Denon directeur général du musée central des arts. Véritable touche-à-tout talentueux, Denon s'attelle à sa fonction avec l'ambition de faire du Louvre, rebaptisé Musée Napoléon, le plus beau musée de l'univers. Ouvrons le carnet des naissances avec celle de Karl Maria von Weber, né le 18 novembre 1786. C'est un compositeur allemand de musique romantique. Il est l'auteur de deux des opéras les plus célèbres du répertoire romantique allemand, Der Freischütz en 1821 et Euryanthe en 1823. Et pour finir, souhaitons un bon anniversaire à l'auteur-compositeur-interprète Alain Barrière qui fête ses 83 ans. Il a connu plusieurs succès dont Elle était si jolie, Ma vie ou encore Tu t'en vas. Avec Noep, je ne sais pas comment on prononce, un artiste électropop venu de Tallinn, on va un tout petit peu parler des Boréales de Normandie. En octobre, qui n'a pas d'agulot doit en trouver un bientôt. Ça, c'est ce que vous trouvez sur la maison d'édition Agulot, c'est ce qu'elle nous envoie comme newsletter, et ça, c'est pour octobre. En octobre paraît Bratislava 68, été brûlant de William Klimacek, traduit du slovaque. Mi-octobre, deux auteurs d'Agulot étaient au festival Toulouse Polar du Sud.
Et on parlera principalement de Valerio Varesi, un auteur italien dont 3 romans sont sortis chez Agulot et qui sont aussi maintenant pour certains trouvables en collection de poche. Une autre auteure de Agulot, Anna Robinetz, était à lire en poche à Gradignan pour son Refuge 3-9. Voilà pour les éditions d'Agulot octobre 2018. Mais maintenant, disons qui sont les éditions Agulot. Elles ont été créées en 2016. La première année, elles ont publié 6 livres, la deuxième 8 et cette année 7. Donc 21 parutions au compteur. Une petite maison mais qui va vite avec de belles maquettes. Ils sont beaux à regarder, ils sont intéressants à voir et habituellement ils sont plutôt partis vers les étrangers. C'est la première fois en septembre 2018 qu'ils prennent un auteur français, c'est Frédéric Paulin. Frédéric Paulin avec La guerre est une ruse. La guerre est une ruse, c'est son 10e livre peut-être un peu moins, mais de toute façon, Frédéric Paulin jusqu'à présent a surtout été dans des petites maisons d'édition, des maisons d'édition qui étaient le plus souvent en Bretagne, autour de Rennes. Frédéric Paulin, il est né en 1972, il a un doctorat de droit, mais il écrit depuis 2009. Et une de ses caractéristiques, je pense, c'est de beaucoup se documenter quand il fait un livre. Ce livre-là, La guerre est une ruse, est sur les années 1992-1995. On est entre la France et l'Algérie, on est dans les milieux du renseignement, les milieux des militaires. Le livre est, comme je vous l'ai dit, extrêmement documenté et vivant. Je vous donne 2-3 petits éléments qu'on peut trouver dans le livre. Page 111, un personnage nous dit « Sauf votre respect, si l'Algérie était démocratique, les barbus seraient au pouvoir. » Et page 135, vous avez une information un peu technique qui nous dit « Il y avait eu ce raz-de-marée aux élections communales en juin 1990. Les islamistes avaient remporté plus de 4 millions de voix, 853 assemblées communales sur les 1540, et 32 des 48 wilayas que compte l'Algérie. Et tout le monde s'était mis à envisager le FIS comme un parti d'alternance au vieux FLN. » Il y est donc question du FIS, du GIA, de la montée du terrorisme et de la place que les militaires algériens peuvent avoir dans cette montée et de ce qui s'est passé. On a vraiment l'impression d'être dans les arcanes de la diplomatie internationale. On a l'impression de savoir des choses, de comprendre des choses que peut-être on avait supposées. Donc un livre vraiment intéressant, un livre à lire. Nous avons aussi chez Agulot un auteur qui s'appelle Jaroslav Melnik. Et lui, il est lituanien. Et on en parle parce qu'il est au Boréal de Normandie aujourd'hui, dimanche 18 novembre. Il est dans l'auditorium du musée de Caen et il parle de son livre « Espace lointain ». Alors j'ai dit qu'il était lituanien, mais c'est pas si simple que ça. En fait, il est né en 1959, il est né en Ukraine, mais ses parents ont été déportés au Goulag et il est arrivé avec eux plus tard en Lituanie. Il vit à Vilnius. Espace lointain, c'est un livre de science-fiction et il nous transporte dans ce monde. Pour éviter de perdre le sens de l'orientation, Gabre ferma solidement les paupières et avança, se laissant guider par les capteurs acoustiques du dispensaire. D'habitude, il s'orientait parfaitement dans l'espace ordinaire, jusqu'à cet événement épouvantable. L'espace ordinaire se composait de virages de complexité conventionnelle. Tout comme les autres personnages de son âge, Gabre détectait les obstacles à 1,30 m de distance. Autrefois, dans son collège de 6e catégorie, il avait participé à une compétition et avait déjoué un piège qui se trouvait à 2,5 m de lui. C'était loin d'être le record du monde, celui-ci s'élevait à 17,33 m. Mais Gabre était fier de son résultat. À 50 cm, il était capable de déterminer la forme globale d'un objet, tandis qu'à 20 cm, il pouvait même en identifier la matière. Ces compétences faisaient partie du programme obligatoire de son collège de 6e catégorie et Gabre avait été un élève prometteur. Ce jour-là, il progressait le long d'un couloir étroit, tournant à gauche, puis à droite, piloté par les capteurs acoustiques qui l'orientaient, agissant sur son corps à chaque sinuosité du chemin. Le dispensaire du ministère du Contrôle était un bâtiment de complexité de niveau 16, en forme de labyrinthe. Comme tous les bâtiments dont la complexité était plus élevée que de coutume, il était doté de capteurs acoustiques de type Obre.
Gabre marchait lentement, suivant l'enchaînement de signaux qui le conduisaient selon l'itinéraire programmé par le poste de contrôle, droit vers le service de diagnostic psychiatrique. Il n'avait pas besoin de tendre l'ouïe pour déceler les objets sur son chemin. Les capteurs le prévenaient lorsqu'il approchait d'un obstacle, et il n'avait plus qu'à se déporter vers la cloison de gauche. Il se laissait flotter le long des couloirs, complètement déconnecté, se remettant entièrement à la force qui le guidait. Enfin, son visage fut caressé par une onde puissante de rayons delta. Gabre s'arrêta. Il avait atteint le terminus. « Entrez !» dit une voix inconnue qui se fit entendre en même temps que le grincement d'une porte qui s'ouvrait. Quelques minutes plus tard, une voix à la fois autoritaire et rassurante s'adressait à lui. « Ne vous inquiétez pas. L'essentiel, c'est que vous ayez accompli ce qu'on attendait de vous. Vous avez bien fait. Le contrôleur de l'arrondissement était la seule personne en mesure de vous aider. Maintenant, vous êtes entre de bonnes mains, vous n'avez plus aucune raison de vous tracasser. » Gabre restait assis, les mains posées sur ses genoux, la tête baissée. « Que dois-je faire maintenant ? » Votre pathologie est rare, mais connue dans le monde médical. L'essentiel, c'est de suivre les indications données par le ministère du Contrôle. Surtout, n'en parlez à personne. Sinon, vous savez vous-même ce qui vous attend. Il existe des pathologies dont on ne parle pas. Le monde de ceux qui ne peuvent qu'entendre. La pathologie de Gabre est qu'il s'est mis à voir. Voilà donc 2 exemples des livres d'Agulo, tous différents, à suivre absolument. Au revoir. Don't know how we got so far. I'm trying to be here with an open mind. Know how you see it from your side. And when I get it out, I'm holding no lies. I feel I've been offside. Made my move too early in our game. Thought we were there, but I guess we're not. From one knee, I'm standing up. Why don't we just talk about it? Don't we just talk about it? We're walking round it. Well, don't we? I feel I've been offside. I've been offside. Don't know how we got so far. I'm trying to be here with an open mind. Know how you see it from your side. And when I get it out, I'm holding no lies. I feel I've been offside. Made my move too early in our game. Thought we were there, but I guess we're not. From one knee, I'm standing up. We just talk about it. Don't we just talk about it? We're walking round it. Well, don't we? I feel I've been offside. I've been offside.
Charles Santoni, bonjour. Bonjour Isabelle Royer. Alors vous êtes membre d'un club Rotary Le Havre Océane. Je dis un club parce que je crois qu'il y a plusieurs clubs au Havre. Effectivement, il y a 6 clubs sur la région havraise, 4 au Havre, 1 à Montivilliers, 1 à Sainte-Adresse, et il y a même un club de jeunes qui s'appelle le Rotaract. Ah voilà. Et alors, rappelez-nous le slogan peut-être. Alors, c'est pas un slogan, c'est plutôt une devise. Servir d'abord. Oui. Donc tous les hommes et toutes les femmes réunis, notamment dans le club Le Havre Océane, sont là pour servir d'abord et effectuer des actions humanitaires, de santé, éducatives, afin d'aider ou de pallier au manque de la société. Et c'est le choix de votre club, ça? Alors c'est un choix de faire beaucoup d'actions, effectivement. On est un club actif. On est un des derniers clubs créés sur le Havre. Un des clubs mixtes, c'est-à-dire un des premiers clubs mixtes même. C'est important de le dire. Exactement. Oui. Où il y a en gros 50% de femmes et 50% d'hommes. Très bien, pour la parité. La parité. Alors, c'est pas après, mais c'est... Oui. Et donc le choix du club, mais dès l'origine, c'est de faire des actions, parce qu'on est là pour ça. Voilà. Pour aider et soutenir la population qui a un besoin particulier. Et dans le cas de... Alors là, dans ce cadre-là, vous organisez une opération qui s'appelle Les Voiles pour un rêve. Exactement. Alors, j'aimerais bien que vous nous en parliez. Vous fassiez rêver. Oui. Les Voiles pour un rêve, c'est une opération qui va se passer en 2 phases. Première phase, le 30 novembre 2018, au théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre, à 20h. Et il y a un concert-spectacle qui est proposé aux spectateurs. Ce concert-spectacle a pour finalité d'offrir des baptêmes marins à des enfants des enfants et des adultes en situation de handicap. Oula, ça doit pas être facile à organiser. C'est pas facile à organiser, mais on a la chance d'avoir avec nous en partenariat l'association Normandie-Mer, qui est une association locale puisqu'elle est à la fois fécampoise et havraise, qui a un bateau et ce bateau est adapté pour pouvoir accueillir ces personnes en situation de handicap. En gros, c'est un bateau qui peut accueillir 10 personnes plus 4 navigants. Dans des conditions optimales. Exactement, des conditions adaptées, puisqu'ils ont des coques à l'intérieur de ce voilier, parce que c'est un voilier de 12 mètres. Donc, ils ont des coques pour pouvoir bien maintenir les personnes en situation de handicap. Et ils ont des places également pour accueillir des personnes en fauteuil. Donc, les personnes en fauteuil peuvent aller sur le bateau dans leur fauteuil et éventuellement ceux qui en sont capables de pouvoir manœuvrer sur ce voilier. Exactement. Oui, c'est une expérience extraordinaire. Alors je pense que c'est une expérience extraordinaire et ils partent donc une demi-journée à 10 plus les 4 bénévoles pour faire une mini croisière, on va dire, autour du Havre. Alors ce sont des handicapés moteurs. Voilà, c'est spécifiquement moteur, mais bon, ça peut être aussi des personnes en situation de handicap mental, mais qui ont besoin aussi d'être entourées. Oui, exactement. Donc non, il y a pas. Nous, on fait pas de ségrégation. Également, on accueille et on va le proposer à l'ensemble des personnes en situation de handicap, que ça soit d'ailleurs des personnes qui sont dans des établissements ou des personnes qui s'occupent des personnes handicapées, mais également des enfants notamment ou des adultes qui sont dans leur famille parce que ces personnes en situation de handicap n'ont pas de lieu pour être accueillis. Voilà, donc ça arrive. Ça c'est vraiment dommage. Ah bah oui, mais il y a des enfants qui sont toujours chez leurs parents parce qu'il n'y a pas suffisamment de place dans les lieux. Ah oui, non, ça c'est pas bien. Donc on propose un mixte pour. D'accord. Voilà. Oui. Alors dites-nous l'importance de cette journée du 30 novembre. Alors le 30 novembre, nous avons donc un concert-spectacle. Ce concert-spectacle, nous l'avons organisé en collaboration avec le CEM, le Centre d'expression musicale, qui se trouve maintenant au fort de Tourneville et que je conseille vivement à l'ensemble des Havrais d'aller visiter parce que c'est un superbe lieu. C'est vrai. Voilà, oui, c'est un superbe lieu avec le Sonic. Donc c'est un concert qui va commencer par, et c'est le thème en plus de la soirée, par
par une sorte de show d'un orchestre composé d'enfants handicapés et de musiciens. Donc c'est eux qui vont commencer le spectacle. Ensuite, c'est un concert éclectique, on va dire, à mesure où il y a plusieurs typologies de musiciens qui vont intervenir. Donc on va avoir en premier un groupe musical du SEM qui va jouer sur une chorégraphie de Sandrine Prével de la Lys. Et qui va également jouer sur une démonstration sportive de boxe française. Donc les deux boxeurs vont boxer sur musique. Et je tiens à dire que c'est une association du Havre également qui s'appelle Émergence, le Havre. Et un des boxeurs est champion de France de boxe française. Donc c'était en introduction. Ensuite vous avez, et je pense que vous connaissez un petit peu, trois sœurs qui s'appellent les sœurs Pedrazzoli, les Pedrazzoli Sisters, qui vont faire des chants a cappella. Et ensuite, il y a un groupe musical un peu emblématique du Havre qui s'appelle les Raids Lézards. Oui, voilà. Qui fait un peu du rock, etc. Et alors, il faut dire quand même que tout l'argent récolté à l'occasion de ce spectacle, alors, tout l'argent récolté au cours de ce spectacle va aller à 90%, parce qu'on a les frais de location de salle, de la SACEM à régler, va aller à l'association Normandie-Mer pour effectuer ces baptêmes marins. Je voudrais juste finir, parce que là, c'était que la première partie du concert. La deuxième partie, vous avez un groupe de reggae qui s'appelle les Harry Stickers, qui ont dernièrement joué d'ailleurs à Mosaïque, le Havre cet été. Vous avez un orchestre de jeunes qui s'appelle les Jean Kévin. Et après, vous avez la chorale du jeudi, qui est de la chanson française contemporaine. Oh là là, mais c'est très riche. C'est très riche, voilà ce qu'on a voulu, et éclectique et différent, et on aimerait bien que le public vienne par... on aime bien la différence et la mixité, et là, en faisant c'est une très bonne idée. Exactement, et c'est... voilà. Et en faisant venir du public différent, c'est ça qui est aussi intéressant. Plusieurs générations, voilà, exactement, qu'on vienne pour des objectifs peut-être différents en tant que spectacle. Mais voilà, qu'il soit tout cela, ça serait bien. Ah oui, c'est bien. Voilà. Et alors, il y aura une prise de parole, peut-être? Alors, le principe, c'est pas de la prise de parole, c'est vraiment pendant 1 minute, présentation succincte avec Normandie-Mer, c'est notre partenaire de cette opération-là. Le principal, c'est le spectacle. J'ai oublié de dire qu'il y a une sorte de maître de cérémonie qui va constituer une sorte de fil rouge pendant cette soirée, qui est Julien Lemété, qui est un acteur présent sur le secteur havrais en tant qu'intermittent du spectacle. Voilà. Alors, Les Voiles pour un rêve, c'est une opération qui est nouvelle. Alors, c'est la première fois que nous utilisons les bateaux. Le monde maritime, on a l'habitude, enfin quand je dis l'habitude, ça va faire la 4e fois, de faire des baptêmes aériens. On fait ça avec le club Jean-Marie Dor. Oui, on a vu ça dans la presse. Voilà, et donc on organise des baptêmes aériens qui nous laissent à chaque fois, nous bénévoles, enrichi d'une façon extraordinaire, parce que on a en retour et en direct en tous les cas le bonheur ou les yeux des personnes qui en bénéficient, et en plus on a les parents qui sont là pour nous dire tous les bienfaits que peuvent apporter ce genre de manifestation. Bien sûr. Et je peux vous dire que les larmes aux yeux montent facilement quand on voit les personnes, les jeunes handicapés lourdement des fois. Voilà. Et c'est vrai qu'au Havre, qui est un port avec la mer devant la ville, personne n'y avait pensé avant. Je ne sais pas si personne n'y avait pensé, mais l'association existe depuis peu de temps, enfin 2-3 ans je pense. Elle a commencé à avoir des liens avec les associations qui s'occupent des personnes en situation de handicap, et nous on a trouvé que c'était une bonne idée. Vous disiez, le monde maritime est un monde important sur le Havre, et c'est bien de développer ce type d'activité.
D'accord. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose d'autre Alors, à dire, oui, on va dire quelque chose sur le concert, parce qu'il faut, pour qu'il y ait le plus de baptêmes marins offerts aux personnes en situation de handicap, il faut qu'il y ait du monde. Voilà. Donc, il y a 3 moyens d'acheter les billets. Un moyen sur un site de vente en ligne de With Event, où ça s'appelle Des voiles pour un rêve. Il y a 3 endroits sur le Havre où on peut acheter des billets. 2 dans la rue Georges Braque, c'est la droguerie Conseil qui se trouve en face Payette, et Optique Saint-Roch qui est un lunetier. Et vous avez le 3e boutique qui se trouve rue Madeleine Saint-Pierre, qui est une nouvelle boutique qui s'appelle Le Goût du Voyage, qui est une agence de voyage et en même temps un endroit où on peut déguster du vin du monde. Très bien. Voilà. Et donc il faut que les gens, qu'on remplisse le théâtre pour qu'on offre le maximum de... Bien sûr. Et puis, on peut prendre des places au THV aussi? Alors, on pourra prendre des places au THV le jour. Le jour. On peut pas le faire avant parce qu'on n'est pas dans la programmation du THV. Entendu. On est juste une association. Enfin, on est une association et donc on peut le faire qu'à partir du moment... Enfin, que le jour du spectacle. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si par hasard des personnes sont intéressées, veulent vous poser des questions ou réserver? Alors, j'ai pas de numéro de téléphone, mais j'ai une boîte mail. Ah voilà. Voilà, la boîte mail c'est des voiles pour un rêve, tout simplement, tout attaché, @gmail.com. Ils peuvent m'envoyer un mail et je répondrai, et éventuellement je peux donner les infos sur le site de vente, qui est le site de vente With Event. Ça s'appelle Des voiles pour un rêve aussi. De toute façon. Oui. Vous avez une page Facebook aussi. Alors, on a créé une page Facebook URL qui est en train de se développer puisqu'on l'a mise en place il y a une quinzaine de jours. Et ça va sortir. Donc, il va y avoir cette communication radio qui se fait. Ça va sortir sur Le Havre Info. Dans le prochain et celui d'après, ça va sortir. C'est déjà sur le site de la ville du Havre, l'agenda. Voilà, donc ils peuvent retrouver toutes les infos, et même en allant sur l'agenda du Havre, ils peuvent se connecter et puis acheter des billets en ligne directement. Parfait. Voilà, ça c'est très bien. Ça va être sur un autre site qui s'appelle Sortir au Havre aussi, et ça va être sur une nouvelle communication, c'est Music Box ou Culture Box, qui a été créée par Aurélie notamment, des Azous. Oui. Et voilà, donc on est en train de multiplier les contacts justement pour que le théâtre de Hôtel de Ville se remplisse. Ça serait très bien. Voilà, exactement. Voilà. Et donc tous les groupes, on espère aussi que tous les groupes vont amener leur public aussi. Bien sûr. C'est ça aussi. Bien sûr, c'est évident. Et les familles peut-être. Et les familles qui vont venir. Voilà. Alors bon, les familles peuvent venir. Il y a des places pour les personnes, pour accueillir des personnes handicapées. Bon, il n'y en a pas, mais il y en a quand même qui peuvent venir en fauteuil dans ce lieu théâtre de Hôtel de Ville. Parfait. Eh bien, merci Charles Santoni. Merci. Alors, à bientôt. À bientôt. Peut-être on précise le prix des billets. Alors, le prix des billets, il y a 2 prix, 11 € pour les adultes et 7 € pour les jeunes de moins de 25 ans et les étudiants. Entendu. Voilà. Et alors, rendez-vous le 30 novembre. Le 30 novembre, Isabelle Royer. Voilà, merci Charles, au revoir. Étienne, bonjour. Bonjour, bienvenue chez Bédélirium. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Rising Stars de Michael Straczynski. Alors, c'est une bande dessinée assez ancienne. Elle a commencé à sortir en 99 aux États-Unis. Chez nous, elle est en 3 volumes. Chez Delcourt. Alors, l'histoire est très simple. À un moment donné, une météorite s'écrase aux États-Unis. Suite à cela, une centaine d'enfants naissent avec des capacités paranormales. Donc ça va de tordre la petite cuillère au Superman ultime, bien sûr. Formidable. Voilà. Donc le gouvernement américain sait pas trop quoi faire de ces enfants. Est-ce que ça va représenter une menace pour le pays ou voire même pour l'humanité? Malgré tout, il décide quand même de les garder afin d'essayer d'en faire des bons soldats pour l'Amérique, quoi. Oui, comme d'habitude. Voilà. Et je crois que le créateur a créé une série aussi. Alors oui, le créateur Straczynski, vous le connaissez peut-être, parce qu'en fait, il a fait une grande série de SF qui s'appelait Babylon 5 dans les années 90. Entendu. Voilà. Donc, pour en revenir à ces 100 nouveau-nés dotés de capacité, le gouvernement va finalement décider de leur donner une chance, et l'histoire commence à peu près 30 ans plus tard, où ils sont devenus adultes.
Et là, l'un d'eux se fait assassiner. Voilà. Pourquoi? Je ne vous le dis pas. Petite anecdote, on a attendu la fin 10 ans en France et on ne regrette pas de l'avoir attendu car elle est remarquable. Ah, très bien. Merci beaucoup, Étienne. De rien, au revoir. Au revoir. C'est la fin de Viva Culture. À bientôt. Bonne semaine. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.